Nous revenons maintenant à Aristote, ce parcours où nous essayons de le suivre pour comprendre un peu mieux ce que c'est que la personne humaine. Hein. C'est vraiment son but. Alors, il n'emploie pas le mot personne humaine parce que personne, ça n'existe pas en grec. Hein, il y a juste un mot qui signifie masque, hein, qu'on a traduit par personne. Parce que le masque, ça dit une personnalité qu'on utilisait au théâtre pour jouer des rôles. Vous voyez, donc un personnage qu'on joue. Alors c'est pour ça qu'on n'a que ce mot en grec qui est le masque. Hein. Mais en réalité, si on regarde le contenu de son travail, c'est tout à fait ça. Il essaye de chercher qu'est-ce que c'est que l'homme. Et l'homme concret, qui est la personne humaine, parce que l'homme c'est général, hein. Ça vaut pour toutes les personnes, mais l'homme, la personne humaine, hein, quelle est-elle? Alors, vous vous rappelez que dès le point de départ, on avait vu que pour pénétrer plus à l'intérieur de cette réalité qu'est la personne humaine, parce que nous ne voyons que l'extérieur, que nous ne voyons que les apparences, nous ne voyons que les choses qui sont tout de suite immédiatement connaissables, voilà. Mais ça ne suffit pas, évidemment, pour connaître l'homme. On peut pas s'arrêter à la taille, au poids, aux couleurs des cheveux, des yeux, etc. Il faut aller beaucoup plus loin pour connaître l'homme. Hein. Donc on ne peut pas s'arrêter à l'apparence extérieure. Il faut pénétrer plus profondément dans la réalité. Et comment on fait? Eh bien, on le fait à partir de l'expérience que nous avons de la personne humaine. Hein. L'expérience, pas seulement la connaissance extérieure et sensible, mais l'expérience de ce qu'il vit. C'est à travers ces actes qu'on va connaître, on espère connaître plus profondément la personne humaine, à travers ces actes. Et nous avons vu que les actes qui sont immédiatement saisissables dans l'expérience sont les actes pratiques. Évidemment, si la personne réfléchit, on ne peut pas savoir ce qu'elle pense. Donc, ce n'est pas n'importe quel acte qui nous permet d'approfondir et de connaître plus profondément la personne humaine. C'est pas n'importe quel acte, des actes intérieurs, on ne sait pas. Hein, l'acte d'amour, l'acte d'intelligence, on ne sait pas. Mais par contre, quand elle travaille, on voit ce qu'elle fait, la manière dont elle travaille. Ça nous dit quelque chose. Vous voyez, il y a des gens qui travaillent de façon très bâclée, et puis il y en a qui s'appliquent à faire les choses bien, à faire une œuvre qui soit parfaite, à faire quelque chose qui soit utile vraiment pour la société ou pour le prochain, etc. Pareil pour l'amour. On a vu aussi que l'expérience de l'amour, bien sûr, l'amour est intérieur, mais ça implique aussi des paroles et des gestes. Ça implique des attitudes. Ça implique, il y a des choses objectives dans l'amour qu'on peut repérer et et qui nous disent quelque chose de la personne humaine. Hein, parce que l'amour, c'est quelque chose de pratique. C'est pas dans la tête seulement. Hein. Ça s'exprime à l'extérieur. À moins d'être platonicien, où là, l'amour est complètement dedans et on voit rien à l'extérieur. Hein, l'amour platonique, vous voyez. Tandis que chez Aristote, l'amour même a un réalisme particulier qui s'exprime à travers des gestes, à travers des paroles, à travers des choix. Et les choix, on les voit. Hein? Pas toujours, mais souvent on les voit. Donc c'est à partir de l'expérience de l'activité pratique de l'homme, le travail, l'amour, et aujourd'hui on va commencer une autre activité pratique qui s'appelle la politique, qui nous permettent à l'extérieur, vous voyez, quand quelqu'un fait des choix, eh bien, on peut discerner la qualité de la personne. Vous voyez, si on fait des choix qui ne nous permettent pas de rejoindre la fin, eh bien, on se dira, voilà, c'est une personne qui n'a pas encore la responsabilité de ce qu'elle fait, parce qu'elle choisit des moyens qui lui sont tellement connaturels qu'elle n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Et puis, vous avez l'autre, l'idéaliste, c'est-à-dire qu'il prend des moyens qui sont tellement proches de la fin qu'il ne peut même pas s'en servir. Vous voyez, donc les choix nous permettent de voir aussi quelqu'un, le type de personne qui s'engage
dans cette relation amoureuse. Voilà, donc on a vu le travail, on a vu l'amour, et aujourd'hui nous entrons dans une nouvelle activité pratique et concrète de l'homme, qui est la philosophie politique, c'est-à-dire l'activité de l'homme en tant qu'il est engagé dans une communauté. Voilà. Nous vivons tous dans des communautés. Même ceux qui sont seuls, il y a au moins la communauté du travail. Il y a la communauté nationale, du village, de la région, du département. On n'est jamais seul, on est toujours avec d'autres. Même si je rentre, je suis célibataire, je rentre chez moi, je suis seul, etc. En dehors de ces moments-là, je suis en communauté, il n'y a rien à faire. Je dialogue avec les autres, je travaille avec les autres, j'ai des relations, des divertissements avec les autres, et voilà. Donc il y a toute une partie de la connaissance de l'homme qui va être analysée philosophiquement par Aristote et qui est ce qu'il appelle la philosophie politique. Alors là, vous voyez tout de suite déjà, en vous introduisant dans ce sujet de cette façon, vous voyez tout de suite déjà que le sens du terme politique n'est pas du tout celui qu'on entend habituellement. Il ne s'agit pas ici de faire la philosophie des partis politiques. On pourrait le faire. Par exemple, le communisme est sous-tendu par une philosophie marxiste. Donc, on pourrait faire une analyse du parti communiste ou d'autres partis. Ils ont tous une philosophie qui est sous-tendue, c'est-à-dire une manière de voir le monde, une manière de voir la gestion du pays économique, une manière de faire les lois. Les lois, elles sont en vue de quoi ? Voilà. Eh bien, chaque parti politique a sa vision, et on pourrait faire la philosophie. C'est pas de ça dont il s'agit pour Aristote. Vous voyez, Aristote va faire un travail qui est beaucoup plus radical, beaucoup plus fondamental. C'est l'homme qui vit en communauté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Quel est l'aspect de la personne humaine qui va être mis en lumière dans cette vie commune ? Vous voyez, dans le travail, l'aspect personnel qui est mis en lumière, alors vous me direz, c'est une tautologie, c'est une évidence, c'est la capacité de travailler, bien sûr, la capacité de changer la matière, de transformer la matière, et donc de travailler l'univers physique. L'homme a cette responsabilité, je ne parle pas au point de vue religieux, une responsabilité simplement humaine de transformer l'univers pour qu'il soit habitable et vivable. Parce que sans les maisons, sans tout un travail sur l'univers physique, on ne pourrait pas vivre, pas possible. Et donc pour survivre, il faut travailler. Voyez ? Et puis en même temps, ce travail développe en moi des capacités nouvelles que si je ne travaille pas, je n'ai pas. Par exemple, le courage, la persévérance, parce que la matière, elle résiste. Donc, pour la travailler, il faut être courageux, il faut y aller jusqu'au bout. Ça développe en moi des qualités nouvelles que je n'aurais pas autrement. Ça développe d'autres qualités, beaucoup de qualités, le travail. Vous voyez, ça développe des qualités de confrontation du possible au réel, par exemple. Celui qui travaille, il doit faire des projets. Et des projets qui soient compatibles avec la réalité. Sinon, on est complètement... Donc, vous voyez, même le travail nous plonge dans le réalisme de l'univers physique. Parce que autrement, je reste dans mes plans, dans mes idées, mais si c'est jamais applicable, si c'est jamais comment dirais-je, modulable pour qu'on puisse produire une œuvre, eh bien, ça sert à rien. Donc, il y a quelque chose dans le travail qui est très intéressant parce que ça utilise toutes les potentialités du possible, vous voyez, et de l'imaginaire, etc., en confrontation avec la réalité. Donc, au fond, ça rectifie l'imaginaire. Parce qu'un imaginaire qui n'est pas conforme à la réalité, je ne peux pas travailler, c'est pas possible. Je ne peux pas réaliser ce que je voudrais réaliser.
Donc vous voyez, le travail a des aspects très intéressants pour la personne humaine. Hein. C'est pas seulement développer de nouvelles vertus, comme le courage, la persévérance, la patience, hein, mais c'est aussi une rectification de l'imaginaire, hein, pour pouvoir réaliser des choses, pas seulement réaliser des choses belles, hein, mais aussi des choses utiles, des choses qui servent à la communauté, qui me servent à moi, qui servent à... Voilà. Hein. Donc, on avait vu très rapidement cet aspect-là, parce que Aristote n'a pas écrit rien du tout en philosophie du travail, en philosophie de l'art. Hein. On sait seulement quelques approches d'Aristote sur ce point de vue, parce qu'il fait tout le temps des parallèles entre l'activité affective et l'activité du travail. Hein. Il y a des parallèles parce que ce sont deux activités pratiques qui sont commandées toutes les deux par le bien. Je travaille, je veux faire une œuvre qui est bonne. J'aime une réalité qui est bonne. Donc, comme c'est le bien qui commande les deux activités concrètes, pratiques, il y a des parallèles. Et ce parallèle, il appelle l'analogie. Hein, c'est-à-dire des choses qui sont très diverses, parce qu'autre chose est travailler, autre chose est aimer. Parfois, on fait des confusions. Hein. Celui qui est immergé dans le travail, il vit sa relation affective comme un travail. C'est-à-dire, il veut transformer l'autre à son goût. Hein. J'aimerais qu'il soit comme ça. J'aimerais qu'il soit comme ça, qu'elle soit comme ça. Et donc, je fais tout pour qu'elle change. Mais ça, c'est pas possible. Hein. Vous voyez, c'est pas possible. C'est autre chose l'amour, autre chose le travail. Dans l'amour, je suis relatif. Donc, il y a des points communs quand même, hein, puisque c'est le bien qui commande. Donc, le principe de l'agir, qu'il soit affectif ou qu'il soit du travail, c'est le même, c'est le bien. Et c'est ça qui m'attire, et c'est ça qui va commander toute mon activité. Donc il y a forcément des points communs. Il y a le choix, par exemple. Quand je veux faire une œuvre, il faut que je choisisse des instruments, il faut que je choisisse une matière, il faut que je choisisse... Oui, il y a des choix à faire, qui sont très différents du choix affectif. Et la différence, c'est quoi? Vous voyez, le point commun, c'est qu'il faut que je choisisse un bien qui n'est pas le bien terme. Hein? Un bien qui soit intermédiaire. Et la différence, c'est quoi? Eh bien, c'est que dans l'amour, j'ai une liberté plus grande. Tandis que dans l'art, je suis un peu... Vous voyez, si je veux réaliser une œuvre, eh bien, je ne peux pas prendre n'importe quelle matière. Je ne peux pas prendre n'importe quel instrument. Je veux faire un bâtiment, mais je ne peux pas prendre n'importe quel béton, n'importe quel ferraille, n'importe quel... Vous voyez, je suis obligé, je suis beaucoup plus déterminé dans mon travail que dans l'amour. Là, j'ai le choix. Dans l'amour, je peux rejoindre la personne humaine de plusieurs manières. Vous voyez, dans le travail, je suis plus contraint. Donc, il y a des analogies. Et dans l'activité éthique que nous avons vu toute l'année dernière, hein, nous avons vu souvent Aristote qui faisait des parallèles entre le travail, surtout au début, hein, entre le point de vue du travail et le point de vue affectif. Alors, maintenant, la politique. Donc, je vous ai dit ce que ce n'était pas, la philosophie des partis, hein, et même de la philosophie qui sous-tend les partis. Je me rappelle que j'avais rencontré un Portugais qui était un homme de descendance royale, hein, de la famille royale du Portugal, et qui, pour sauver son pays, au moment où les communistes allaient prendre le pays d'assaut, hein, c'est-à-dire ils avaient quand même je pense que c'était après la guerre, hein, parce que la résistance, tout ça, ils avaient le vent en poupe. Il a créé un parti politique qui s'appelle le Parti populaire, qui est un parti de droite, et puis finalement il a remporté les élections. Donc, on peut regarder un petit peu la philosophie de tout ça, c'est-à-dire comment on est un parti, et puis pas seulement quelle est la philosophie qui est sous-tendue, mais aussi quelles sont les influences qu'elle a reçues, en vue de quoi, etc. Voilà. C'est pas ça, ni les programmes. Hein. C'est vraiment l'homme qui vit en communauté. Et l'homme qui vit en communauté, ça développe en lui d'autres qualités. D'autres qualités que le travail, d'autres qualités que l'amour. Il y a un développement de la personne humaine
qui est particulier dans la vie commune. Alors, la première chose que nous pouvons dire dans cette philosophie, vous voyez, on appelle ça philosophie politique, parce que je pense, j'ai pas vérifié, mais je pense que le mot politique en français, ça vient du grec, de polis. Hein? Polis. Polis, c'est quoi? C'est la cité. La cité. Et pour Aristote, on le verra, la cité, c'est la communauté humaine parfaite, c'est-à-dire autosuffisante. Hein? C'est pas forcément la nation, c'est pas forcément le département, c'est la police. Hein? Alors, pas la police en français, hein? Mais la police en grec, c'est-à-dire la cité. Voilà, donc, qu'est-ce que c'est que la philosophie politique? Donc, c'est s'intéresser à la personne humaine en tant qu'elle est engagée dans une communauté et spécialement dans la police, c'est-à-dire dans la ville, la cité, qui est la communauté parfaite, hein, qui arrive à pourvoir et à conduire la personne qui est engagée vers son bonheur. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que face à Platon, Aristote a une originalité particulière. C'est quoi? C'est qu'il a pu séparer l'activité affective de l'amour avec l'activité politique. Chez Platon, c'est pas fait. Chez Platon, tout est collé ensemble. C'est-à-dire, vous vous rappelez, hein, il avait l'idée du bien, hein, le bien absolu, qui est pas une réalité, hein, c'est une idée, de laquelle découlent tous les autres biens, par participation. Alors, comme c'est le bien qui commande l'activité humaine, si tous les biens dépendent de cet absolu-là, ça fait que toutes les activités humaines sont univoques, c'est-à-dire même signification. Et je vous ai donné des exemples hein, pour lui. Ce qui commande, plus le bien est élevé, plus il commande les autres. Il est source et cause des autres. Alors, après le bien absolu, le bien dont on fait l'expérience et qui nous permet de comprendre un petit peu quelque chose dans l'activité humaine, c'est le bien politique, justement. Le bien de la cité. Et Platon a écrit tout un livre, La République, hein, sur le bien. Alors il dit, le bien de la cité, c'est la justice. Pourquoi? Parce que ça permet de maintenir la paix. Et la paix, c'est le bien commun de la cité. C'est que tout le monde soit en paix, travaille en paix, s'aime en paix, qu'il n'y ait pas de conflit, des conflits, il y en a toujours, hein, mais qu'il y ait le moins possible. Vous voyez, la paix, l'ordre, la justice. Alors, du coup, comme les biens supérieurs commandent les biens inférieurs, le bien de la cité va commander le bien personnel. Alors, la justice qui règle l'ordre de la cité va aussi régler l'ordre personnel. Hein? Alors, c'est pas complètement faux, hein, mais on voit bien qu'on ne peut pas tenir ça, parce que le bien personnel, est-ce que c'est la justice? Quel est mon bien personnel? C'est la personne que j'aime. Et c'est pas la justice. Vous voyez? La justice qui consiste à respecter le code de la route, qui consiste à respecter la manière dont on fait les maisons, la manière de... Il y a plein de normes aujourd'hui, hein. Voilà, la justice, c'est respecter tout ça. Mais personnellement, mon bien à moi personnel, bien sûr que c'est ça. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond, c'est l'amour. Vous voyez? Et Aristote, justement, il n'est pas d'accord avec Platon sur cette question-là. Vous vous rappelez, au tout début qu'on a vu l'éthique, on a commencé l'activité éthique, on a bien mis en lumière que Aristote s'oppose à Platon sur cette question-là. Hein? C'est-à-dire que la politique assume l'éthique. C'est-à-dire, c'est la politique qui va commander l'activité personnelle et éthique. Vous voyez? Est-ce que c'est bien juste, ça? Est-ce que l'État peut régler ma vie personnelle? Personnelle. Mais non. On voit bien dans notre expérience, c'est pas ça. Un État paternaliste et protecteur, ça serait une tyrannie. Vous voyez, si l'État devait régler chaque activité de la personne, ça serait vraiment du totalitarisme. Hein.
On voit bien que ça ne colle pas. Pourtant, c'est le système de Platon. Et Aristote, qui est réaliste, c'est-à-dire qui considère que l'expérience concrète que je fais, c'est ça qui permet de rectifier toutes mes imaginations et toutes mes idées fausses. Donc, par rapport à l'expérience que je fais, le système de Platon, ça ne colle pas. Je ne peux pas dire qu'il est juste que l'État règle ma vie personnelle jusque dans le moindre détail. C'est pas possible. Donc, Aristote se sépare de Platon. Et ça lui permet de découvrir ce que nous avons vu la dernière fois, l'analogie du bien. C'est-à-dire le bien de la cité, le bien personnel, c'est pas la même chose. C'est autre et autre. C'est le principe de l'analogie, c'est autre et autre. Une personne humaine que j'aime, qui va régler ma vie personnelle, c'est autre que la maison, qui est un bien commun, dans lequel vivent plusieurs personnes, que la cité, que tout un tas de choses. Pourtant, autre et autre, mais il y a un point commun. Et le point commun, on l'a vu déjà, c'est le bien. C'est-à-dire ce qui va commander mon activité. Que ce soit au point de vue affectif, que ce soit au point de vue du travail, que ce soit au point de vue politique. Donc, les analogies, Aristote met en lumière cette analogie, ce qui lui permet de bien séparer les activités du travail, de l'amour et politique, parce que les biens sont autres et autres et autres. Cette distinction, il en est conforté dans cette distinction par le fait qu'il découvre que le bien est principe, c'est-à-dire cause de mon activité. Donc, si le bien est cause de mon activité, que les biens sont diverses, mes activités vont être diverses. Et c'est pour ça que l'activité du travail, c'est pas l'activité de l'amour, c'est pas l'activité politique. Pourquoi ? Parce que le bien vers lequel je tends est autre et autre. Donc, si le bien vers lequel je tends est autre et autre, mon activité va être autre et autre. Je ne peux pas confondre la personne humaine que j'aime avec une maison. Je ne me comporte pas de la même manière pour obtenir ce bien. Vous voyez bien, la maison, elle relève de quoi ? De l'architecte. Elle relève d'une méthodologie, elle relève d'une... etc. Une personne, il n'y a pas de méthode, c'est la vie. C'est la vie. Je n'ai pas des méthodes pour arriver à aimer une personne. Je l'aime, point. C'est beaucoup plus simple. Et puis après, quand j'aime une personne, je fais ce que je peux pour la rejoindre. Voilà. Et là, il y a c'est vrai que, je ne dis pas des étapes, mais des actes, on a vu. Il y a la boulésis en grec, c'est-à-dire l'appétit, l'amour, tout simplement, qui vient de mon cœur. Je suis attiré par une personne, j'en peux rien, c'est comme ça, c'est ma nature. Ça s'appelle la boulésis, en grec. Et puis après, il y a quoi ? Donc ça, c'est la boulésis, c'est ma tension vers la fin, qui est tout de suite présente dès le début de l'activité. Tandis que le bien du travail, il est présent au terme, quand j'ai fait l'œuvre. Vous voyez, c'est très différent. Et après, qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que je fasse des choix. Proairesis, en grec, les choix. Choix des moyens pour rejoindre la personne que j'aime. Et après, il faut que je me jette à l'eau. C'est l'imperium. On avait vu ces actes volontaires, vous vous rappelez ? Qu'est-ce que c'est qu'un acte volontaire ? Un acte non volontaire, un acte involontaire. Et puis on avait vu les différents actes. Voilà. Eh bien, ça, c'est l'activité pratique, concrète, dans l'amour. Le travail, vous voyez bien, il y a des similitudes, il y a une analogie. Je vous ai parlé du choix tout à l'heure, et je vais choisir des instruments, la matière, etc. Mais c'est complètement différent. Complètement différent. Je ne peux pas me tromper, vous voyez. L'analyse permet d'être lucide, c'est-à-dire de voir quelles sont les différences, de voir clair. Mais dans ma vie pratique, je le fais spontanément. Je n'ai pas besoin de la philosophie pour comprendre que le choix des matériaux, des instruments, c'est autre chose que le choix du moyen pour aimer une personne, pour la rejoindre, vous voyez, pour aller vers elle, pour lui dire mon amour. C'est très différent. Vous voyez, c'est le discernement que fait Aristote, il est le premier à le faire, le premier. Après lui, tout le monde suivra. Après lui, tout le monde suivra et distinguera bien l'analyse de l'homme
quand il travaille, quand il aime et quand il vit en communauté. Hein, c'est Aristote le premier qui fait ça. Mais il ne va pas jusqu'au bout. C'est-à-dire, il est encore sous l'influence de Platon. Et vous allez voir qu'il y a on l'avait lu l'année dernière du reste, hein, on va le relire là, il y a une petite phrase dans l'éthique, où il parle plusieurs fois de la politique dans l'éthique, hein, et il dit, la science la plus élevée dans l'agir humain, c'est la politique. Vous voyez ? C'est ce qu'il y a pu, voilà, c'est ce que disait Platon. Vous vous rappelez l'idée de bien absolu, et puis après la cité, et puis après la personne, parce que ça se participe, et puis ça diminue en participant. Il y a des limites de plus en plus fortes. C'est de moins en moins parfait. Le bien le plus absolu, c'est le bien parfait, absolu, vous voyez. Et puis plus on descend dans les participations, moins c'est parfait. Donc il faut regarder la politique pour regarder la personne humaine, hein. Et Aristote dit non, c'est autre et autre. On peut pas unifier tout cela dans une même direction, c'est pas possible. Hein, le bien politique et le bien personnel, ça n'a rien à voir. Et donc il faut faire une analyse de l'activité pratique de l'homme dans l'amour, une autre dans le travail, une autre dans la communauté politique. Alors grâce à l'analogie du bien et grâce à ce petit raisonnement que nous avions vu en détail dans l'éthique, qui s'appelle l'induction du principe propre. Alors c'est un terme un peu scientifique et technique, hein, mais on l'avait fait. Hein, c'est simplement, ne vous inquiétez pas du terme qui est un peu compliqué. Induction du principe propre, ça veut dire quoi ? L'induction, c'est l'inverse de la déduction. À la déduction, je pars d'un principe, puis j'aboutis, tout homme est mortel, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Voilà, je déduis d'un principe, tout homme est mortel, et puis je déduis pour le concret. Voilà, ça c'est la déduction. L'induction, c'est le chemin inverse. C'est-à-dire, je pars de Socrate qui est mortel pour découvrir le principe de son pourquoi il est mortel. Hein, la corruption, la séparation de l'âme et du corps. Voilà. L'induction, c'est je cherche le principe, la cause, la source. Voilà. Je remonte, alors que la déduction, je pars du principe, puis je conclue de façon concrète. Le principe, il est toujours un peu abstrait. Hein. Alors, en éthique, on a découvert que le principe propre, c'était le bien. Et on avait fait cette induction à partir de différents biens, mais propres à l'activité de l'amour, c'est-à-dire le bien fin et le bien moyen. Voilà deux biens. Le moyen que je choisis, c'est un bien, parce que ça commande mon activité de choix. Et puis le bien fin, qui commande encore le choix, parce que je ne fais pas n'importe quel choix en fonction de la fin. Oui. Donc, comme il y a ces deux biens, il y a une diversité et une unité. Qu'est-ce qui fait que mon activité est unifiée dans la diversité de ses actes? C'est justement le bien fin, qui commande toute mon activité humaine. Donc Aristote découvre que le principe propre de l'agir humain, concret, mais dans l'amour, c'est le bien fin. Et on avait vu ce passage du bien à la fin. Le bien est une réalité, la fin, c'est cette réalité qui est pour moi la fin. Ce bien, parce que tous les biens ne sont pas fins, puisqu'il y a des biens moyens. Donc tous les biens ne sont pas fins. Le bien qui est fin, c'est ça qui commande toute mon activité de l'amour. Je suis attiré par une personne humaine, c'est ça qui va commander toute mon activité, tout mon parcours, jusqu'à l'union d'amour avec cette personne. Donc c'est bien ce bien fin qui va être principe propre de l'activité éthique. Pour l'activité concrète du travail, on a dit que c'était le bien de l'œuvre, oui, mais ce bien d'abord dans la tête, ce qui s'appelle l'inspiration. L'inspiration, je suis inspiré, je vais faire une œuvre. Voilà. Parce que j'ai en moi le projet de produire un bien, donc c'est déjà un bien dans ma tête, mais il est d'abord dans la tête. À l'inverse de l'amour, le bien, il est déjà existant. Il préexiste à mon activité, puisqu'il est principe. Tandis que dans l'art, ce bien, il n'existe qu'à la fin, quand je produis. Mais il est déjà dans la tête. C'est l'inspiration et le projet, qui va être la confrontation entre cette inspiration et la réalité.
Parce que je peux avoir des inspirations qui sont complètement déséquilibrées, qui sont élucubrées et qui ne sont pas réalisables. Je vous parlais tout à l'heure de la purification de l'imaginaire, parce que forcément, dans l'inspiration, il y a l'intelligence, l'expérience artistique. L'expérience artistique, c'est quelque chose de très particulier. Je ne peux pas dire que quand je regarde l'univers physique, par exemple, je fais une expérience artistique. Non, il faut que je sois saisi par quelque chose quand je contemple un paysage. Et là, je fais une expérience artistique. Je suis saisi. Il y a quelque chose que j'avais jamais vu. Pourtant, ce paysage, je le connais. C'est toujours le même. Mais tout d'un coup, je vois une couleur fantastique, que j'avais jamais repérée. Voilà, ça c'est une expérience artistique. Je suis saisi par quelque chose, tout d'un coup, vous voyez, ça ne se commande pas, ça vient ou ça ne vient pas. Et cette couleur, je la trouve tellement extraordinaire que je veux communiquer ça. Je veux que les autres aussi puissent faire la même expérience, parce que c'est une expérience bouleversante. À travers ce que je découvre, j'ai un autre regard sur l'univers. Un autre regard. Ça m'ouvre une autre dimension de l'univers physique. Parce que je vais tout regarder à travers l'expérience que je viens de faire. C'est très particulier, l'expérience artistique. Et il peut y avoir des objets qui suscitent l'expérience artistique, qui ne sont pas les mêmes chez les artistes. Il y a un tableau, par exemple, que j'aime beaucoup, et puis qui va, à chaque fois que je le contemple, ça me donne des inspirations, ça m'inspire. Et puis pour un autre, ce tableau, ça ne m'inspire pas du tout. Et ce n'est pas forcément des objets qui sont très élevés, métaphysiquement parlant, c'est-à-dire des réalités, un ange, de toute façon on ne peut pas en faire l'expérience, l'ange, mais vous voyez, ça peut être des choses tout à fait banales. Sauf que l'artiste, il voit quelque chose que les autres ne voient pas. Voilà, alors donc ça, vous voyez, les principes qui commandent l'activité du travail et qui commandent l'activité de l'amour sont bien différents. Et donc l'analyse va pouvoir mettre en lumière ces différences pour ne pas faire d'amalgame. Vous voyez, dans la vie concrète, ça se fait tout seul. Je n'ai pas besoin de la philosophie pour faire ça. Mais la philosophie m'explique le pourquoi, me rend lucide et me donne l'intelligence de ce que je vis. Vous voyez, quand je vis la différence entre le travail et l'amour, je le vis, je ne me pose pas de questions en me disant « mais pourquoi je fais comme ça dans un côté et pourquoi je fais comme ça dans l'autre ?» Non, je ne me pose pas de questions, ça se fait spontanément. Mais si je veux réfléchir, parce qu'il y a parfois, comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, des amalgames. Dans l'amour, on vit comme un artiste. Vous voyez, moi j'ai rencontré des gens qui étaient très engagés dans le monde du travail et qui petit à petit se sont mariés et ont continué leur vie de travail dans le mariage. C'est-à-dire pas seulement travailler dans le mariage, mais considérer le conjoint comme une matière à transformer pour la rendre à mon goût. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a parfois des amalgames qui font comme ça, qui font exploser les couples, c'est sûr. Donc, la philosophie me permet de bien comprendre les erreurs. Pas seulement les erreurs, mais le côté positif, c'est d'aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Vous voyez, quand je vois par exemple que l'art est capable de purifier mon imaginaire, et que j'ai un imaginaire qui est trop fort, je me rends compte quand je fais l'adoration pour les chrétiens, j'ai un imaginaire, mais alors c'est fantastique. Ça part dans tous les sens. Eh bien, une thérapie, c'est le travail. Le travail. Ça permet de canaliser, de purifier mon imaginaire. Vous voyez ? Et ça, si Jésus a voulu instituer l'Eucharistie à partir du travail de l'homme, c'est aussi pour ça. Vous voyez ? Le pain et le vin. Il se rend présent à travers le fruit du travail de l'homme. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Parce qu'il faut avoir un imaginaire très purifié pour faire un acte de foi. L'acte de foi, c'est que je touche une réalité que je n'expérimente pas. L'Eucharistie. Je vois un rond blanc qui ressemble à du pain, mais seule la foi me dit que c'est Jésus qui est là. Et donc, comme je n'ai pas la rectification de la réalité
pour l'imaginaire. Vous voyez, si je dis que cette table est bleue, je suis dans l'imaginaire. Et donc, la confrontation avec le réel me permet de purifier l'imaginaire. Là, dans la foi, je n'ai pas de confrontation avec le réel. Donc, l'imaginaire, il peut grandir énormément. Et on s'en rend compte quand on est en prière. Ça part dans tous les sens. Alors, le travail me permet de rectifier mon imaginaire. Il n'y a pas que le travail, mais ça permet de rectifier l'imaginaire. Et donc, d'avoir une foi qui sera moins dérangée par les explosions imaginatives. Voilà. Donc, ça, c'est la philosophie qui m'explique le pourquoi. Je me rends compte dans ma vie de tous les jours que le travail m'aide à prier. Plus je suis ardent dans le travail, plus l'adoration du Saint-Sacrement se fait mieux. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai constaté ça. La philosophie m'explique pourquoi. Donc ça m'encourage à persévérer. Et ça m'encourage à comprendre que quand quelqu'un sera embêté au point de vue de l'imaginaire, je vais lui conseiller de travailler. Par exemple, c'est pas la seule chose. Vous voyez, un peu de travail manuel, ça m'oblige à être présent au réel. Ça m'oblige à me confronter au réel. Je peux pas faire ce que je veux avec le travail. Je suis limité par la matière que je vois et dont je me sers. Voilà, donc il y en a même qui ont fait des thérapies à base du travail, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'ergothérapie. Oui. Ergothérapie, c'est une thérapie aujourd'hui qui existe à partir du travail. Ergothérapie, parce que ça permet de purifier un peu l'imaginaire. Et oui. Surtout ceux qui ont touché à la drogue, effectivement, pourquoi, vous voyez, pourquoi est-ce que le père, qui est très connu, là, qui a monté une ferme pour les drogués, là, le père Guy Gilbert, voilà. Pourquoi est-ce qu'il a monté une ferme pour les drogués? Parce que la drogue, ça vous fait partir dans l'imaginaire, vous faites un voyage, vous la développez énormément. Alors le travail, ça permet de diminuer l'imaginaire, parce que vous êtes confronté à la réalité, vous ne pouvez pas imaginer la réalité. Elle s'impose à vous, et vous êtes obligé de faire avec. Vous ne pouvez pas partir de faire un voyage et puis alors c'est l'imaginaire qui vous balade. Non, ergothérapie. Vous voyez? Alors, c'est merveilleux ce que fait le père Guy Gilbert. Et je constate que ça marche. Mais j'ai aucune intelligence pourquoi ça marche. Grâce à la philosophie, je comprends pourquoi. Voilà. Tout l'intérêt de la philosophie, vous voyez, c'est de me donner l'intelligence de ce que je vis déjà. Et je peux vivre très bien sans la philosophie, si j'ai du bon sens, si j'ai un bon jugement. Je n'ai pas besoin de la philosophie pour vivre. Mais la philosophie me donne l'intelligence du pourquoi. Pourquoi est-ce que ça marche? Et du coup, de pouvoir m'en servir pour encourager les autres à faire ce chemin aussi. Voyez? Donc, c'est quand même pas inutile. Voyez? On ne vit pas au niveau de la philosophie, mais ça nous éclaire. Voilà. Alors, Aristote est le premier à faire cette distinction entre la philosophie éthique et la philosophie politique, surtout. Alors, je vais vous lire un petit passage de ce que disait Aristote. Voilà, dans l'Éthique à Nicomaque, livre 1, chapitre 1, 1094b, 9-10, voilà ce qu'il disait. Même si en effet il y a identité entre le bien de l'individu et celui de la cité, c'est bizarre pour Aristote d'entendre ça, même si en effet il y a identité entre le bien de l'individu et le bien de la cité, de toute façon c'est une tâche manifestement plus importante et plus parfaite d'appréhender et de sauvegarder le bien de la cité. Car le bien est assurément aimable, même pour un individu isolé, mais il est plus beau et plus divin appliqué à une nation ou à des cités. Voilà donc les buts de notre enquête qui constituent une forme de politique. Il met ça dans l'éthique. Alors, vous voyez, ça fait couler beaucoup d'encre. C'est Aristote qui se dit le champion du réalisme. Comment peut-il dire que le bien individuel est inférieur au bien de la cité?
Alors justement, il a employé un terme qui est très juste, c'est le bien de l'individu, pas de la personne. Ah, c'est différent. Vous voyez, quelle différence y a-t-il entre un individu et une personne? Eh bien, vous êtes tous des individus, mais vous êtes des personnes différentes. Et pourquoi vous êtes des personnes différentes? Parce que vous avez développé vos capacités de façon diverse. Et pourquoi vous les avez développées? Parce que le bien que vous recherchez est différent. Vous avez aimé une personne humaine et pas une autre. Donc, votre individu s'est développé d'une façon particulière. Vous avez dédié votre vie à la contemplation. Eh bien, vous développez votre individu d'une façon autre que dans l'amour. Vous voyez, la personne, elle est singulière. Et il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Pas seulement physiquement, ni le poids, vous voyez, les choses extérieures, mais profondément, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Vous voyez? Tandis que l'individu, c'est commun. Ah, c'est commun, ça peut être partagé. Et donc l'homme qui vit dans la communauté humaine, c'est l'individu. Et la parole d'Aristote est très juste. Le bien de l'individu, il est soumis au bien commun de la cité. Mais le bien personnel, non. Ah, vous voyez toute la différence. Hein? Alors, si on ne voit pas ça, quand Aristote dit ça, on s'étonne. On se dit, mais le bien commun, il n'est pas supérieur au bien personnel. Hein? Ah non, jamais de la vie. Alors, Aristote ajoute, je vous lis, ça se trouve un passage qui est toujours dans l'éthique à Nicoma, qui est un petit peu antérieur. S'il en est ainsi, nous devons essayer d'embrasser, tout au moins dans ces grandes lignes, la nature du souverain bien et de dire de quelle science particulière, de quelle potentialité il relève. Vous vous rappelez, hein, l'éthique avait commencé par le fait que tout homme désire le bien. Et le bien que désire tout homme, c'est nécessairement le bien le plus élevé, le bien souverain. Alors, n'entendez pas Dieu, hein. En philosophie, le bien souverain, c'est pas Dieu, hein. C'est le bien le plus élevé, quel qu'il soit, que ce soit Dieu ou que ce soit pas Dieu, hein. Le bien le plus élevé, voilà. On sera d'avis qu'il dépend de la science suprême et architectonique par excellence. Or, une telle science est manifestement la politique, dit Aristote. Car c'est elle qui dispose quelles sont parmi les sciences celles qui sont nécessaires dans les cités et quelle sorte de science chaque classe de citoyens doit apprendre, jusqu'à quel point l'étude en sera poussée. Et nous voyons encore que même les potentialités les plus appréciées sont subordonnées à la politique. Par exemple, la stratégie, l'économie, la rhétorique. Alors vous voyez, c'est très curieux, parce que ces deux passages de l'éthique, on a l'impression qu'Aristote déclare que le bien de la politique est supérieur au bien personnel. Alors le premier, je vous l'ai dit, non, hein, parce qu'il n'emploie pas la personne, mais l'individu. Hein, et le bien individuel, c'est le bien, l'individu, il est commun, donc on peut le partager, pas la personne. La personne est incommunicable. Hein, mais l'individu, oui. Donc le bien commun, il est supérieur au bien individuel. Mon bien individuel, c'est le bien qui est le propre à toutes les personnes humaines. Hein, une maison, c'est un bien individuel, parce que chacun a sa maison. Et puis c'est le bien qui est commun à la famille. Donc on a le même bien, c'est celui qu'on partage. Mais l'amour, on ne le partage pas. J'aime une personne, sauf pour Platon, on peut mettre les femmes dans le bien commun, ou les hommes dans le bien commun. Mais pour Aristote, non, c'est pas possible. Le bien personnel, je ne le partage pas. Le bien commun, oui. Le bien individuel, oui, mais pas le bien personnel. Alors ça, c'était la première réponse qu'on peut donner à ceux qui critiquent Aristote en disant qu'il met le bien commun, la politique au-dessus de tout, parce que des paroles comme ça, voilà. La deuxième chose, qui est plus difficile à répondre, c'est quand il dit que la science qui s'occupe du bien suprême le plus élevé, c'est la politique. Il dit ça. Or, le bien le plus élevé, pour nous, c'est pas le bien commun, c'est le bien personnel. Et le bien personnel n'est pas régi par la politique. C'est pas l'homme en tant qu'engagé dans une communauté qui
me fait découvrir ce que c'est que le bien suprême. Le bien suprême pour moi, c'est soit Dieu, alors ça sera la contemplation, soit une personne que j'aime. Alors comment comprendre pourquoi il se dit que la politique s'occupe du bien souverain? Eh bien, la politique doit éditer des lois et s'occuper de les faire respecter. Pourquoi elle fait des lois? Elle fait des lois pour que les citoyens se comportent bien, vis-à-vis du bien commun. Donc il y a un code de la route, il y a comme je disais tout à l'heure, des normes pour les voitures, pour les maisons, tout ça, et donc on doit respecter ça, c'est-à-dire on va bien se comporter, on ne fait pas n'importe quoi. Pour le respect de chacun. Vous voyez, c'est toujours pour le respect de chacun. Donc ça va faire en moi un développement vertueux. Parce que je vais multiplier des actes bons qui sont conformes à la loi. Donc je vais devenir, grâce à la loi, normalement vertueux. Je conduis bien. Je vais respecter les limitations, je vais respecter le code de la route. Donc petit à petit, je vais avoir une attitude vertueuse. Or, dans l'éthique, je développe des vertus aussi. Pour pouvoir rejoindre ma fin, vous vous rappelez que atteindre le bien le plus élevé au plan personnel, c'est-à-dire la personne que j'aime, il faut que je produise des actes qualifiés, des actes les plus élevés. Parce que mon bonheur, c'est pas le bonheur du petit chien. C'est un bonheur humain, donc qui est nécessairement le produit de l'activité humaine la plus élevée, qui est l'amour. Et pour rejoindre ce bien qui achève tout mon parcours, il faut que je produise des actes qualifiés. Pas seulement les plus élevés, mais des actes qualifiés. Des actes parfaits, le plus parfait possible. On n'y arrivera jamais, mais le plus parfait possible. Et les actes les plus parfaits, ce sont les actes vertueux. Alors voilà, la politique, grâce aux lois, développe en moi des vertus, et donc, comme en éthique, je développe aussi des vertus, il y a un point commun. Et autrement dit, la politique, puisqu'elle s'impose, les lois, elles sont des contraintes, elles sont imposées, va me permettre au plan éthique de développer des vertus et d'accélérer la croissance de ces vertus. Voilà, la politique va gérer tout le conditionnement humain, du lieu et du temps. C'est-à-dire, vous pourrez sonner de la trompette, pas la nuit, mais le jour. C'est interdit la nuit. Vous pourrez travailler tous les jours, mais pas le dimanche. Vous pourrez, etc. La loi va gérer, alors bien sûr tout le monde ne respecte pas, mais normalement la loi va gérer les conditions dans lesquelles je peux exercer mes activités. L'amour est une activité. Donc, la politique va jouer dans l'éthique un rôle de régulateur par rapport au conditionnement, pas par rapport à la fin. C'est pas la politique qui va me dire de choisir ma femme ou mon mari. C'est ma personne. Ça échappe à la politique. Toute l'éthique va être commandée par ce bien fin qu'est la personne humaine, on l'a dit et redit. Mais comme je dois acquérir des vertus pour rejoindre ma fin, si je suis pas vertueux, vous voyez, l'amour, il se corrompt. Si je suis pas vertueux, je me mets en colère tout le temps, mais c'est insupportable. On peut pas vivre ensemble si on est tout le temps en colère, si on est tout le temps en conflit. Il faut que j'acquière un peu de patience, vous voyez. Et la vie de couple me fait devenir vertueux. Parce que si j'aime la personne, mais que je la matraque parce que je suis tout le temps en colère, il faut que je me réfrène. Et pour maintenir l'amour, il va falloir que je sois plus vertueux. Parce que sinon, la personne va me lâcher. Elle ne peut pas vivre avec moi, c'est trop difficile. Donc il faut que j'acquière des vertus. Bon, la politique me permet d'acquérir des vertus et de les faire grandir. Donc elle joue sur le point de vue éthique, mais moral,
Pas le point de vue éthique de la fin, mais l'éthique de la morale, c'est-à-dire l'éthique de la vertu. Hein? Dans l'éthique, il y a la fin, et puis il y a toute l'activité pour rejoindre la fin, qui est une activité vertueuse. Hein? On avait vu ce passage au début, vous vous rappelez de l'éthique, on a d'abord parlé de la fin, du bien fin, et comment la félicité, le bonheur, était justement de rejoindre ce bien fin, et puis après il y a tout le parcours. Et le parcours vertueux, hein, c'est-à-dire les actes volontaires qui sont parfaits. Donc, comme en politique, on édite des lois qui sont des contraintes pour agir vertueusement, la politique, elle peut jouer sur la partie morale de l'éthique. C'est pour ça qu'Aristote dit que la politique, elle est souveraine. C'est la science la plus élevée. Vous voyez, on voit là la dépendance d'Aristote par rapport à Platon. Vous voyez, il a tous les outils, tous les instruments, Aristote, il a tout découvert pour vraiment séparer l'éthique de la politique et du travail, et il le fait concrètement dans son analyse, il le fait, parce qu'il dit que le bien de l'éthique, c'est pas le bien du travail, c'est pas le bien politique, il le fait, mais il n'a pas encore l'audace, vous voyez, de dire, eh bien non, il le dit justement, hein, quand il dit que le bien de la politique est souverain, en parlant du bien individuel et pas du bien personnel. Donc il ne se trompe pas en disant ça. Mais s'il avait plus d'audace, il dirait non, la philosophie politique, elle joue au plan du conditionnement, hein, c'est-à-dire de lieu et le temps. Le lieu et le temps, hein, c'est ça qui permet de faire les lois. Hein. Vous voyez, on ne travaille pas la nuit, voilà. Voilà, donc ça c'était une petite introduction du parcours d'Aristote en philosophie politique, hein, c'est-à-dire bien distinguer, et c'est toujours ce qu'il faut faire, hein, entre l'éthique et la politique, bien distinguer pourquoi c'est une nouvelle analyse, qu'est-ce que ça va me faire découvrir de la personne humaine. Vous voyez, c'est très différent, voilà. Alors après, eh bien, nous lirons, voilà, le gros pavé, hein, de la politique, mais on ira vite, parce que c'est pas l'essentiel de la philosophie. Vous voyez, autant l'éthique c'est important, parce que ça touche notre fin personnelle, donc notre orientation vers le bonheur, autant là c'est le conditionnement humain, hein, le conditionnement du temps, du lieu, tout ce que vous voulez. C'est intéressant, hein, de voir comment ça peut aider l'éthique, mais c'est pas l'essentiel. Donc on passera vite, on fera peut-être trois leçons sur la politique d'Aristote. Vous comprenez bien que pour Aristote, la philosophie de l'homme engagé dans la vie commune, ça sera une vie commune la plus parfaite possible. Pourquoi ? Parce que s'il faut développer des vertus, il faut que la cité soit suffisamment autonome pour permettre à l'homme moral d'aboutir à sa perfection. Voyez ? Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire une philosophie de la cité, au terme, parce que c'est l'aboutissement de la politique, mais avant, la cité, elle est constituée de plusieurs communautés qui sont moins parfaites, mais qui sont plus enracinées dans la nature humaine, plus stables et plus nécessaires. Il veut dire c'est la famille. Voilà. C'est la famille qui est la première communauté humaine, qui est la plus petite, la moins parfaite par rapport à la cité, mais la plus stable, la plus nécessaire. Et il va donc faire une philosophie de la famille et une philosophie de la cité. Voilà. Tout son programme dans la politique, c'est ça. Hein ? Et puis il y a des intermédiaires, évidemment. Hein ? Entre la famille et la cité, il y a ce qu'il appelle les tribus. Alors, on n'est pas en Afrique. Hein ? Voilà, plusieurs familles qui se regroupent ensemble. Pourquoi elles se regroupent ? Parce que ce que peut faire la cité, la famille ne peut pas le faire. Et ce que peut faire la famille, la cité ne peut pas le faire. Qu'est-ce que peut faire la famille que ne peut pas faire la cité ? Engendrer, éduquer, conserver la vie, communiquer la vie. Ça, la famille peut le faire, la cité non. Qu'est-ce que peut faire la cité que ne peut pas faire la famille ? Eh bien, c'est pourvoir au bien commun.
La famille, à elle seule, elle ne peut pas être suffisante. Elle a besoin du travail des autres pour arriver à bien vivre. Vous voyez, le but de la philosophie, de la politique, c'est le bien vivre. Vous voyez, et si on n'est pas ensemble à se regrouper et à s'entraider, on va galérer. Hein, si je dois fabriquer mes chaussures, mes habits, si je dois faire mon jardin potager, si je dois pour ma nourriture, si je dois faire mes casseroles, mes couverts, tout ça, j'en sortirai jamais. Et je ne sais pas le bien vivre. Alors, en se regroupant et en travaillant ensemble, eh bien, ça permet de bien vivre. Et ça permet à la famille de vivre de la fin personnelle, c'est-à-dire de l'amour. La personne que j'aime, ça va me permettre, en étant libéré de tout le tracas du conditionnement, je vais pouvoir donner du temps à ce qui est plus nécessaire, c'est-à-dire à l'amour. Et le bien vivre, c'est ça. C'est ordonner ma vie personnelle entre ce qui est le plus nécessaire, l'amour, et puis ce qui relève du conditionnement humain. Voilà, donc la politique, elle va être au service, finalement, du bien personnel. Parce que je mets en commun ce bien commun pour que chacun dans la famille puisse vivre de son bonheur. Parce que si j'étais occupé tout le temps à travailler pour les nécessités de la famille, je suis bien obligé de le faire aussi, hein. Mais modestement, je travaille, je rapporte de l'argent, grâce à quoi je peux acheter plein de choses. Mais j'achète quoi? Ce que produisent les autres. Moi, je ne peux pas faire tout ça. Donc, par le regroupement des communautés familiales, on forme des tribus, ce qu'il appelle des tribus, et plusieurs tribus forment la cité, jusqu'à atteindre un niveau de perfection d'autosuffisance. On produit tout ce qu'il nous faut pour toutes les familles. On n'a pas besoin d'autres. Voyez, c'est ça la notion de cité, voyez, c'est que pour le bien commun et le conditionnement de chacun, on n'a pas besoin d'autres. Donc ça, c'est la cité. Voyez, alors, il dit en plus que les regroupements, la famille, les tribus et la cité, ce n'est pas qu'une question quantitative. Hein, c'est la cité, c'est l'ensemble de tout c'est la plénitude. Et puis la tribu, c'est une partie. Puis la famille, c'est encore une petite partie. Il dit, c'est pas que quantitatif. Bien sûr, c'est quantitatif, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi qualitatif. C'est-à-dire que le bien commun de la famille, ce n'est pas le même que celui de la tribu, ce n'est pas le même que celui de la cité. Et là, il y a des qualités différentes. Vous voyez, le bien commun de la famille, c'est quoi? C'est transmettre la vie, éduquer les enfants pour leur permettre d'acquérir la maturité et la responsabilité. Bon, ça c'est un bien commun qui est quand même très qualitatif, parce qu'on fait grandir une personne humaine. Hein, on lui permet de passer de l'état d'individu à l'état de personne. Le bien de la tribu, c'est autre chose. C'est pas ça. La tribu, elle n'est pas chargée d'éduquer les enfants. Ben, il y aura des écoles, oui, c'est sûr. Hein, mais l'éducation personnelle se fait dans la famille. Et puis la cité, ça sera encore autre chose. Vous voyez, plus on grandit, moins c'est qualitatif. Évidemment, puisque au départ, on est confrontation entre personnes, donc c'est nécessairement qualitatif. Mais plus ça grandit en quantité, plus la notion de personne devient individuelle jusqu'à la cité. Vous voyez ? Donc, c'est pas seulement une question de quantité, c'est aussi une question de qualité. Voilà, la diversité des regroupements humains qui vont former la cité. Alors, la prochaine fois, si prochaine fois il y a, on verra, hein, eh bien, on entrera dans l'analyse philosophique de la famille et puis de la cité. Et ce qui est décrit, quelle est la finalité de la cité? La finalité de la cité, c'est de produire le bien commun pour que toutes les sous-parties puissent s'adonner à la chose essentielle, c'est-à-dire à leur fin propre. À leur fin propre, oui. Vous voyez, toute la fin personnelle, c'est l'amour pour constituer une famille. Hein. C'est d'ailleurs naturel, c'est la nécessité de la nature humaine que l'amour se finit en famille. Hein. C'est la nécessité de la nature qui fait ça. Hein.
elle ne peut pas pourvoir à elle seule à tous ses besoins. Hein? Et donc, le but de la cité, c'est ça, c'est de pourvoir aux besoins pour que la famille puisse vivre de sa faim propre. Le développement de la famille, il est commandé par sa faim personnelle, par la faim personnelle de chacun. Et ça, la cité aide. Oui. Et d'une certaine façon, elle est royale parce qu'elle permet aux personnes d'atteindre leur faim. Et sans la cité, on ne pourrait pas atteindre notre faim. Pas possible, oui. D'où la contradiction d'une loi qui fait de l'avortement un droit. Ah voilà. Alors ça va juste comme... Eh bien, vous voyez, voilà. Et les lois de la cité, elles doivent être en faveur de la croissance de la famille. Si la loi de la cité est contraire à la plus petite communauté humaine qui, agrégée, constitue la ville, c'est une autodestruction de la société. On aboutit à ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On aboutit à ça. Vous voyez, parce qu'on empêche la croissance de la famille. On la détruit. Et comme la famille, c'est le plus petit noyau de la cité, eh bien, on met le cancer dans la cité. C'est ça. C'est cancérigène. Vous voyez, grâce à l'analyse, vous voyez, l'analyse philosophique qu'on a fait, c'est très élémentaire, hein, on n'a pas été très loin. Mais la question que vous posez, ma sœur, on a tout de suite la réponse. Oui. Vous voyez, on voit pourquoi. Vous voyez, on n'est pas dans le niveau moral. L'avortement, c'est moche. On tue quelqu'un. C'est vrai. Et c'est la première raison. Mais ça, il faut déjà avoir découvert l'existence de Dieu et que Dieu est créateur. Ce qui n'est pas le cas du commun des mortels. Par contre, le commun des mortels, il peut comprendre ça. Voilà. La famille et la cité. Et vous pouvez dire que la famille a pour but la procréation, la transmission de la vie et l'éducation, c'est une responsabilité. Je ne peux pas mettre au monde des enfants sans avoir la responsabilité de faire grandir. Hein. Je dois aller jusqu'au bout de ma responsabilité. Eh bien, l'avortement, il lutte contre ça. Et mettre ça dans la constitution d'un pays, c'est contradictoire au bien commun. C'est contradictoire au bien commun. Vous voyez, au plan philosophique, l'avantage, c'est que je ne suis pas obligé de faire intervenir la religion ou la morale. Je dis simplement les choses telles qu'elles sont. Mais aujourd'hui, il y a tellement peu de bon sens qu'on ne voit plus les choses telles qu'elles sont. On ne voit plus ça. Donc on est obligé, et grâce à la philosophie, vous voyez, on a des éléments qui sont nécessaires, hein, parce que c'est la réalité. Oui. Et on ne peut pas faire autrement. Oui. Je voulais savoir si le terme société était venu remplacer le terme cité, péjorativement. Ah, société et cité. Oui. Ça, je ne saurais pas vous répondre. Hein. J'ai pas étudié cette chose-là. Précis, la société. Oui, c'est tout à fait. Et au final, ça recouvre le bien. Oui, et puis il y a un aspect, oui, société, c'est lié à la sociologie, hein, donc à la culture. Ça dit quelque chose de la cité, mais qui est très particulier. Vous voyez, qui est très particulier. C'est la manière de vivre, la manière du bien vivre, normalement. Hein. Ça devrait être ça, la société. Oui, et on repère moins la défaillance, oui, finalement. Vous voyez, quand on dit la cité, on voit tout de suite le regroupement des petites communautés humaines. Quand on dit la société, on ne voit plus ça. Donc, une société peut être constituée d'individus, sans famille. Et vous pensez qu'il y a moyen de récupérer, Alors ça, c'est une autre chose. Hein. La philosophie n'est pas là pour vous donner des réponses à des solutions, à des situations limites. Mais, s'il y a la transmission. quand même, vous voyez, la solution, c'est de défendre la famille. Il n'y a que ça. Ah, bien sûr. La solution, c'est de défendre la famille. Par rapport Défendre la famille pour sauver la politique. Pour sauver la politique. Et pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, et pour rejoindre sur Colette et toi et Sophie, ce que vous disiez tout à l'heure, le bien de la famille, enfin je ne sais pas si j'utilise les bons termes, c'est engendrer et éduquer. En fait, ces deux parties-là ont été prises par
Oui, Par je sais pas l'État. si on peut dire l'État. Par l'État. Parce qu'avant, on parlait d'instruction publique, c'est devenu éducation nationale. C'est ça. On devine tout de suite Tout à fait. l'idéologie derrière. Tout à fait. Et qu'est-ce que je disais? Engendrer la PMA, la GPA, et puis Oui, c'est on ça. va aller plus loin. C'est ça. Fait qu'on retire C'est ça. ce bien à la famille. quoi. C'est ça. Oui, donc on l'a Oui. détruit et on arrive Et on à la- pourrait faire une philosophie de ce qui est sous-tendu dans ces avancées, disent-ils, politiques. Hein. C'est quoi? C'est une conception de la liberté de l'homme qui est de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Voilà. Donc un espèce d'individualisme. Hein, l'individualisme. Tandis que la personne, la liberté de la personne, c'est pas la liberté de l'individu. La liberté de la personne, c'est que je suis relatif à un autre. Donc, c'est pas moi qui est premier, je suis second. Quand j'aime quelqu'un, je suis second. Donc, ma liberté, elle s'inscrit dans l'humilité, dans la relation. L'individu, je suis premier, je fais ce que je veux. Pourvu que ça ne gêne pas les autres. Eh oui, Vous voyez, c'est une conception beaucoup plus égocentrique et orgueilleuse que la vraie liberté de l'homme qui fait grandir. Je trouve que, je trouve que ça va plus loin que ça, enfin quelque part, parce que quand on voit qu'actuellement on est en train, l'État détruit la base de la famille et du développement, qu'il est en train de détruire l'autonomie de la France, par exemple, pour sa nourriture, ça veut dire que c'est tous les niveaux de vie qui sont sapés par un gouvernement qui ne fait que ce qu'il veut. Et qu'est-ce que nous, si vous voulez, la population devrait, je ne sais pas, réagir. Alors, regardez. Personne ne fait rien. Si, il y a eu quand même les agriculteurs qui ont essayé de manifester, sauf que ils ont manifesté d'une façon erronée, c'était au point de vue économique. Quel est l'enjeu là-dedans? C'est la police au sens grec, hein. C'est la cité. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette emprise de l'État sur la culture, sur la nourriture, hein? Justement, la police, elle est autosuffisante. Or, aujourd'hui, à cause de l'économie, on veut élargir la police parce que faire intervenir des nourritures qui coûtent moins cher dans le pays, plutôt que le pays produise lui-même, c'est intéressant au point de vue économique. Mais ça va contre la notion de police. La cité, vous voyez, la cité, elle est autosuffisante. L'économie, c'est quelque chose de très secondaire par rapport à ça. Mais aujourd'hui, c'est l'argent qui compte. Alors, la police, on la déforme et on la corrompt en faisant quelque chose, une mégapole, vous voyez, aujourd'hui, on parle de méga nation, parce que ça coûte moins cher. C'est les points de vue économiques. Ouais. Et on pense que ça va pouvoir faire progresser l'économie, donc le développement du bien commun, pour le service de la famille, mais c'est une erreur. C'est une erreur, parce que les familles, les agriculteurs déjà sont des familles, donc il faudrait respecter les familles des agriculteurs. Et puis ensuite, l'autosuffisance, elle a une perspicacité. Vous voyez ? C'est pas, on le verra quand on fera la philosophie de la cité, c'est pas pour rien que la cité, c'est la communauté humaine parfaite. Et que vouloir dépasser pour avoir des bénéfices économiques, ça détruit l'autosuffisance. Et Ça ça détruit provoque un déséquilibre. Et donc, ça te provoque un déséquilibre, et à la fin, c'est pas bon pour le bien des familles. Oui, mais quand on voit qu'il y a des entreprises qui ont des budgets d'État supérieurs à des États, après, qu'est-ce qu'un État peut faire? Voilà. Ben, c'est le type de déséquilibre que ça provoque. Vous voyez, à force de rechercher la richesse, on va donner plus de biens communs à quelque chose qui n'est pas la cité parfaite. Vous voyez, une entreprise, c'est pas la police. Hein, c'est une petite communauté humaine qui n'est pas autosuffisante, mais qui sera plus puissante qu'un État. Parce qu'elle a plus de biens communs, parce qu'elle a plus d'argent, parce qu'elle a plus... Vous voyez, c'est ce qu'a dit Elon Musk. Hein, il a dit « Ah, mais le président des États-Unis, moi j'ai plus de pouvoir que lui. »
J'ai plus de pouvoir. Elon Musk, il a dit, j'ai plus de pouvoir que le président des États-Unis parce que je suis plus puissant, j'ai plus d'argent. Voilà. Alors, évidemment, vous voyez, c'est laisser la gestion du bien à une personne, ce qui est très dangereux, hein, parce que la communauté permet un équilibrage, une correction, vous voyez, pour équilibrer et les lois. Vous voyez, que ce ne soit pas seulement le point de vue d'une personne. Hein. Si le type est un fou, ben on tombe dans... On n'est pas très loin, on n'est pas très loin. Mais est-ce que la vertu peut déclencher un processus de correction? La vertu, vous dites? Oui, Par rapport à mais, l'argent, cette vertu, elle est commandée par autre chose. Vous voyez, elle n'est pas une fin. La vertu, elle est commandée soit par le bien personnel, soit par la loi. Oui. Hein? Et vous avez raison, si on avait une vie vertueuse, il n'y aurait pas ces problèmes-là. Hein, parce que ça donnerait un jugement pratique qui soit rectifié. Un jugement pratique rectifié. Ça donnerait un jugement, et donc on n'errerait pas dans des choses qui sont complètement à côté. Voilà, donc, vous voyez, c'est quelque chose, cette analyse philosophique de la politique qu'Aristote a développée, pas du tout comme Platon, pas du tout, alors vraiment c'est très différent de Platon, et ça rejoint nos expériences.